Les ordinateurs sont maintenant utilisés partout. On en trouve dans les bureaux, dans les magasins, dans les hôpitaux et dans nos maisons. Un ordinateur est une machine électronique qui peut traiter, stocker et récupérer différents types de données et d'informations. Vous pouvez utiliser un ordinateur pour effectuer de nombreuses tâches, comme écrire des documents, jouer à des jeux, envoyer des emails, apprendre de nouvelles compétences, surfer sur Internet et regarder des films. Tous les ordinateurs sont composés de deux parties principales, le matériel et le logiciel. Le logiciel fait référence aux parties immatérielles de l'ordinateur, celles qu'on ne peut pas toucher. Cela inclut les instructions qui contrôlent le fonctionnement du matériel, les applications exécutées et les données stockées sur l'ordinateur. Le matériel comprend toutes les parties physiques qui composent un ordinateur, telles que l'écran et l'unité centrale, qui assurent le traitement des données. Il existe différents types d'ordinateurs, mais ils partagent tous un objectif fondamental, traiter et stocker des informations. Jetons un coup d'œil aux principaux composants matériels d'un ordinateur. Ils incluent l'unité de base, le moniteur, les haut-parleurs, le clavier et la souris. Chaque partie a un objectif qui nous permet d'utiliser et d'interagir avec un ordinateur. L'unité de base contient le cerveau de l'ordinateur, les parties physiques qui traitent les informations et font fonctionner l'ordinateur. Elle contient d'importants composants comme le processeur, aussi appelé unité centrale, la carte mère, le disque dur et les unités de mémoire. Elle contient également des ports où brancher des composants ou appareils supplémentaires, comme un casque ou une imprimante. Le moniteur, parfois appelé écran, est la partie de l'ordinateur qui affiche la sortie que voient les utilisateurs, comme des graphiques et du texte. Dans certains cas, le moniteur est une pièce distincte que vous devez brancher physiquement à l'ordinateur. Dans d'autres cas, le moniteur est intégré à l'ordinateur. Les haut-parleurs permettent d'écouter le son qui provient de l'ordinateur. Dans certains cas, les haut-parleurs sont intégrés à l'ordinateur. Dans d'autres cas, vous devez physiquement brancher les haut-parleurs à l'ordinateur afin d'entendre le son. Le clavier est un dispositif d'entrée utilisé pour interagir avec l'ordinateur. À l'aide d'un clavier, vous pouvez taper des lettres, des chiffres et d'autres caractères qui seront traités par l'ordinateur. Le clavier peut être physique et connecté à l'ordinateur, ou virtuel si vous utilisez un écran tactile pour taper en touchant directement l'écran du moniteur. La souris est un dispositif important utilisé pour interagir avec les éléments affichés à l'écran. Lorsque vous déplacez la souris, un pointeur se déplace également sur l'écran, vous permettant de faire fonctionner l'ordinateur. Vous pouvez brancher une souris sur votre ordinateur ou utiliser le pavé tactile intégré à certains ordinateurs qui fournit la même fonction. Ces composants peuvent se présenter différemment en fonction de l'ordinateur, mais fournissent toujours les mêmes fonctions. Il existe de nombreux types d'ordinateurs, dont les plus courants sont les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les téléphones mobiles. D'autres types d'appareils tels que des calculatrices, des consoles de jeux et des TV intelligentes sont également des ordinateurs. Les types d'ordinateurs que nous utilisons au quotidien s'appellent des ordinateurs personnels. Examinons quelques-uns des types les plus courants d'ordinateurs personnels et leurs utilisations. Un ordinateur de bureau est conçu pour rester à un endroit, par exemple sur un bureau. En général, un ordinateur de bureau dispose d'une unité de base, d'un moniteur, de haut-parleurs, d'un clavier et d'une souris séparée. Ces composants doivent être connectés à l'aide de câbles. Les ordinateurs de bureau doivent être branchés à une source d'alimentation. Un ordinateur portable est un ordinateur personnel portable, dont tous les composants sont intégrés dans un seul appareil. Les ordinateurs portables contiennent un processeur intégré, un moniteur, un clavier, un haut-parleur et un pavé tactile. Les ordinateurs portables sont alimentés par batterie. Ainsi, ils n'ont pas besoin d'être toujours branchés à une source d'alimentation. Cela les rend faciles à utiliser en déplacement. Une tablette est un autre type d'ordinateur personnel portable. Les composants de la tablette sont contenus dans un seul appareil, plus petit que la plupart des ordinateurs portables. En général, la taille d'un livre. En raison de leur petite taille, les tablettes sont souvent utilisées à des fins de divertissement, comme regarder des films ou jouer à des jeux. Vous pouvez installer des applications logicielles sur les tablettes qui permettent d'effectuer diverses tâches. Un smartphone est un type courant d'ordinateur personnel portable, suffisamment petit pour être tenu en main. Les smartphones sont surtout utilisés pour passer des appels téléphoniques via les réseaux mobiles, mais ils peuvent être utilisés pour beaucoup d'autres tâches. Vous pouvez utiliser des applications logicielles sur votre smartphone pour prendre des photos, jouer à des jeux, surfer sur Internet, envoyer des emails, lire des documents et plus encore. Ces applications sont idéales en cas de déplacement, mais elles sont généralement plus basiques que les applications installées sur votre ordinateur de bureau ou portable. Selon vos besoins, il existe différents types d'ordinateurs personnels que vous pouvez utiliser pour mener à bien vos tâches. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?
Les ordinateurs sont des outils qui mènent à bien vos tâches par voie électronique. Pour utiliser un ordinateur, nous devons être en mesure de dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Ce sont les systèmes d'exploitation qui rendent cela possible. Le système d'exploitation, parfois appelé OS, est le logiciel principal qui s'exécute sur un ordinateur. Le système d'exploitation gère tous les autres logiciels et matériels de l'ordinateur et constitue un moyen pour vous de communiquer avec l'ordinateur. Les systèmes d'exploitation modernes sont conçus avec des interfaces graphiques contenant des icônes, des boutons et du texte qui permettent aux personnes d'utiliser facilement l'ordinateur. Vous pouvez même personnaliser l'apparence de votre système d'exploitation afin de l'utiliser comme bon vous semble. Par exemple, si vous voulez utiliser votre ordinateur pour créer un document de texte, vous pouvez utiliser les menus et les boutons du système d'exploitation pour créer le document, le clavier pour y saisir du texte, et indiquer au système d'exploitation d'enregistrer votre fichier. Le système d'exploitation gère toutes les tâches physiques en arrière-plan, comme garder une trace de ce que vous avez saisi au clavier, contrôler le processeur et enregistrer vos informations sur le disque dur. Les systèmes d'exploitation diffèrent en fonction des types d'ordinateurs. De nombreux PC exécutent Microsoft Windows, tandis que les Mac exécutent le système Mac OS, et certains ordinateurs, le système d'exploitation Linux. Les appareils mobiles exécutent des systèmes d'exploitation différents de ceux des ordinateurs portables et de bureau. Lorsque vous achetez un ordinateur, le système d'exploitation pour cet appareil est généralement préinstallé. Qu'est-ce qu'une application ? Les applications sont des logiciels qui permettent de mener à bien vos tâches sur les ordinateurs. Chaque application est développée pour vous aider à faire quelque chose comme effectuer un calcul, modifier une photo ou envoyer un message. Il existe de nombreuses catégories d'applications. De nouvelles applications sont développées tous les jours. Des jeux informatiques, des applications d'études ou de communication. Vous trouverez une application pour vous aider à faire presque n'importe quoi sur votre ordinateur. Certaines de ces applications sont préinstallées sur votre ordinateur ou téléphone avec le système d'exploitation. Si vous souhaitez utiliser une autre application, vous pouvez la télécharger et l'installer sur votre appareil. Différentes applications sont faites pour différents appareils. Les développeurs créent des applications mobiles à installer et exécuter sur des smartphones. Les applications de transport permettent de suivre les bus et les trains. Les applications de gestion du temps envoient des rappels tout au long de la journée. Elles sont idéales pour les téléphones. Les applications de bureau destinées aux ordinateurs de bureau offrent plus de fonctionnalités car elles s'exécutent sur des ordinateurs plus puissants. Elles permettent par exemple de travailler sur des documents ou d'écrire du code pour créer des applications. Il existe également des applications web accessibles en ligne sur tout appareil ayant un navigateur web. Avec un si grand nombre d'applications, il est facile de trouver les outils nécessaires pour mener à bien vos tâches sur votre ordinateur. Qu'est-ce qu'Internet ? Aussi nombreux soyons-nous à travers le monde, nous sommes incroyablement connectés. Nous pouvons communiquer avec nos proches et nos amis, qu'ils vivent à proximité ou loin. Nous pouvons faire des affaires sans être au même endroit. Nous pouvons jouer à des jeux avec des inconnus, apprendre et partager des connaissances, et plus encore. Tout ceci est rendu possible grâce à Internet. Internet est un immense réseau mondial qui connecte des ordinateurs à travers le monde. Regardons de plus près ce que cela signifie et comment en faire partie. Tout groupe d'appareils connectés les uns aux autres forme un réseau. Tout comme un réseau d'humains où une personne a un lien avec quelqu'un d'autre via un ami commun, un réseau informatique établit des connexions entre plusieurs appareils. Tout appareil au sein d'un réseau peut communiquer avec un autre appareil du même réseau. Ces réseaux connectent des appareils situés dans des villes à travers le monde entier. Ces connexions peuvent être physiques, avec des câbles, ou utiliser une technologie sans fil. Tous ces réseaux sont alors connectés entre eux et forment un seul immense réseau que nous appelons Internet. Lorsque vous allez en ligne ou vous connectez à Internet, vous rejoignez ce réseau et avez accès à toutes les informations disponibles en ligne. De l'envoi d'emails à la recherche d'informations, en passant par des discussions vidéo avec un ami, vous pouvez faire plein de choses en ligne. Connectez-vous à Internet. Pour accéder aux informations et communiquer en ligne, vous devez tout d'abord vous connecter à Internet. Pour ce faire, vous avez besoin d'un appareil approprié et d'un accès à un réseau. Les appareils les plus couramment utilisés pour aller en ligne sont les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les téléphones mobiles et les tablettes. Cependant, il arrive souvent que des téléviseurs, des consoles de jeux
des imprimantes, des systèmes d'alarme et même des réfrigérateurs soient connectés à Internet. Internet est composé d'un ensemble de réseaux connectés les uns aux autres à travers le monde. Pour aller en ligne, vous devez vous connecter physiquement à l'un de ces réseaux. Différents appareils utilisent différentes méthodes de connexion. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous disposez probablement d'une connexion câblée à un réseau pour accéder à Internet. En général, les ordinateurs portables ont aussi des ports pour les connexions câblées. Pour les connexions câblées, utilisez un câble pour brancher votre appareil dans un port ou un modem qui se connecte à Internet. Il s'agit généralement d'un câble Ethernet. Avec les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les tablettes, vous devrez généralement vous connecter à Internet via le Wi-Fi, qui est une connexion sans fil. Si vous avez un forfait de données avec votre opérateur de téléphonie mobile, vous pouvez aussi vous connecter à Internet sans fil via les réseaux cellulaires du fournisseur. C'est ce qu'on appelle le haut débit mobile. Vous pouvez ainsi accéder à Internet lorsque vous êtes en déplacement sans utiliser de câble. Activez simplement le Wi-Fi sur votre appareil, sélectionnez le nom du réseau auquel vous avez accès et vous êtes connecté au réseau sans fil. Beaucoup de réseaux qui composent Internet sont accessibles publiquement à toute personne à proximité. Vous pouvez rejoindre des réseaux ouverts dans les aéroports, les centres commerciaux et autres lieux publics utilisant le Wi-Fi. Il existe aussi des réseaux privés. Ces réseaux nécessitent une autorisation pour y accéder. Dans ce cas, l'établissement donne un mot de passe aux personnes autorisées à utiliser le réseau. Par exemple, un café peut donner à ses clients un mot de passe pour qu'ils puissent se connecter à Internet dans l'établissement sur leurs propres appareils. Si vous n'avez pas accès à des réseaux publics ou privés existants, vous pouvez mettre en place votre propre réseau en contractant un service auprès d'un fournisseur d'accès Internet ou un FAI. Ces réseaux sont mis en place à l'aide de modems qui créent une connexion à Internet et aux routeurs qui permettent à plusieurs ordinateurs de se connecter au réseau. Le FAI vous fournit généralement ces appareils. Peu importe comment vous vous connectez, allez en ligne rapidement et facilement grâce au bon appareil et à un accès à un réseau. Vous pouvez connecter un ordinateur à Internet à l'aide du Wi-Fi. Le Wi-Fi permet de se connecter sans fil à un réseau et à Internet sans câble Ethernet, par exemple à la maison, à l'hôtel ou dans un café. Découvrons comment se connecter à un réseau via le Wi-Fi sur un ordinateur Windows 10. La première étape consiste à vérifier votre statut Wi-Fi. Pour ce faire, regardez simplement le coin inférieur droit de votre écran dans la barre des tâches. Vous y trouverez plusieurs éléments, dont la date et l'heure, le centre de notification, les paramètres de volume et votre statut Wi-Fi. Ici, nous voyons une croix rouge devant un symbole Wi-Fi grisé, ce qui signifie que nous ne sommes pas connectés à Internet via le Wi-Fi. Changeons cela. Pour se connecter à un réseau Wi-Fi, commençons par accéder au menu Wi-Fi de Windows 10. Vous pouvez y accéder de deux façons. Effectuez un clic droit sur l'icône de statut Wi-Fi dans la barre des tâches et sélectionnez « Ouvrir les paramètres réseau et Internet », puis « Wi-Fi » ou « Entrée Wi-Fi » dans la barre de recherche Cortana en bas à gauche de l'écran. Cliquez ensuite sur « Modifier les paramètres Wi-Fi ». Une fois dans le menu Wi-Fi, nous devons activer le Wi-Fi sur votre ordinateur. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton de bascule en haut du menu Wi-Fi. Une fois le Wi-Fi activé, votre ordinateur recherche les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité. Pour les voir et en sélectionner un, cliquez sur le lien « Afficher les réseaux disponibles ». La liste des réseaux disponibles à proximité s'ouvre. Cette liste comporte tous les réseaux Wi-Fi à proximité et la force du signal. En général, plus le signal est fort, plus la connexion à Internet est efficace et rapide. Ceci est représenté par des barres blanches dans l'icône Wi-Fi pour chaque réseau. Plus le logo est blanc, plus le signal est fort. Pour vous connecter à un réseau, faites un clic droit sur « Se connecter ». Votre ordinateur tente de se connecter au réseau sélectionné. S'il s'agit d'un réseau sécurisé, vous devez fournir une clé de sécurité réseau, parfois appelée code d'accès Wi-Fi. S'il s'agit de votre réseau Wi-Fi, vous devriez avoir cette clé de sécurité réseau. Entrez-la dans le champ et sélectionnez « Suivant ». Le code d'accès apparaît dans le champ sous forme d'une série d'astérisques. Si vous avez besoin d'afficher le code d'accès en le tapant, cliquez longuement, c'est-à-dire cliquez et maintenez le bouton enfoncé sur l'icône d'œil à droite. Il s'affiche seulement tant que vous maintenez le bouton de souris enfoncé. Super!
Maintenant, nous devrions être connectés au réseau Wi-Fi. Pour vérifier que vous êtes connecté au Wi-Fi, placez simplement votre curseur sur l'icône du statut Wi-Fi à droite de la barre des tâches. Le nom du réseau auquel vous êtes connecté s'affiche. Ouvrons un navigateur. Nous y voilà. Maintenant, grâce à votre navigateur Internet, vous pouvez accéder à Internet. Qu'est-ce que le web? Le World Wide Web est un ensemble de documents et ressources avec lesquels vous pouvez interagir. Nous accédons au web grâce à Internet. Les documents du web sont appelés pages web. Ils présentent des informations sur un support que les utilisateurs peuvent afficher et utiliser. La toute première page web, créée en 1989, était très simple. Elle contenait simplement un texte en noir et blanc, sans multimédia ni style. Les pages web modernes sont de plus en plus interactives et riches. Il existe des pages web pour diverses utilisations. Des pages web qui vous permettent de lire le blog personnel de quelqu'un, à celles qui permettent de réserver des billets de voyage. Chaque page web a une adresse sur Internet appelée adresse URL. Pour afficher une page web, vous devez taper son URL dans des outils appelés navigateurs web. Ceux-ci envoient des demandes sur Internet pour trouver des pages web à l'aide de leur adresse et les chargent à l'écran, pour que nous puissions les voir et interagir avec elles. Avec le web, nous pouvons accéder à quasiment n'importe quelle information d'un simple bouton. Les navigateurs web permettent d'accéder facilement aux informations en ligne et d'interagir avec les sites web. Voyons comment accéder à un site web et interagir avec lui dans le navigateur Microsoft Edge. N'oubliez pas que si vous utilisez un autre type de navigateur, vous pouvez accomplir les mêmes types de tâches. Le comportement peut être légèrement différent dans votre navigateur. Pour accéder à un site web, entrez l'URL du site dans la barre d'adresse en haut du navigateur et appuyez sur « Entrée ». Au fait, URL signifie localisateur uniforme de ressources. C'est un terme technique qui désigne l'adresse d'un site ou d'une page web. Le navigateur charge la page web qui s'affiche dans la fenêtre. La barre de défilement permet d'accéder au bas de la page et d'interagir avec tous ces éléments. Les pages web peuvent contenir des liens hypertextes qui pointent vers d'autres sites. Ces liens contiennent les URL d'autres pages. Si vous placez le curseur sur un lien hypertexte, le navigateur montre l'URL qu'il contient. Si vous cliquez sur un lien hypertexte, le navigateur ouvre la page web dans la fenêtre. Pour revenir à la page précédente, utilisez le bouton « Précédent » dans le coin supérieur gauche du navigateur. Pour revenir à nouveau à la dernière page affichée, utilisez le bouton « Suivant ». Pour éviter d'utiliser ces boutons de navigation, vous pouvez ouvrir les liens dans d'autres onglets. Les onglets permettent d'ouvrir plusieurs pages web dans une même fenêtre de navigateur. Pour ouvrir un lien hypertexte dans un nouvel onglet, faites un clic droit et sélectionnez « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Lorsque plusieurs onglets sont ouverts dans une fenêtre, le titre de chaque page web est affiché ici, en haut de la fenêtre. Vous pouvez ouvrir un nouvel onglet vide avec le bouton « Nouvel onglet » ici. Vous pouvez aussi ouvrir les pages web dans différentes fenêtres. Pour ouvrir un lien hypertexte dans une nouvelle fenêtre, faites un clic droit sur le lien et sélectionnez « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». Pour ouvrir une fenêtre de navigateur vide, ouvrez le menu « Paramètres et plus » en haut à droite de la fenêtre du navigateur, puis sélectionnez « Nouvelle fenêtre » ici. Vous gardez toujours une trace des pages web visitées grâce à l'historique du navigateur. Dans le navigateur Microsoft Edge, cliquez sur l'icône « Favoris » pour accéder à l'historique. La liste des pages web visitées s'affiche, triée par date. Vous pouvez effacer les pages web de votre historique quand vous le souhaitez en cliquant sur « Effacer l'historique ». Ces fonctionnalités des navigateurs web facilitent la navigation sur le web. L'achat de produits ou de services en ligne peut être compliqué et effrayant si c'est votre première fois. Il y a beaucoup de raisons d'acheter en ligne. Vous êtes peut-être physiquement loin d'un vendeur agréé du produit que vous voulez, ou vous voulez accéder instantanément à différents magasins et produits en même temps. Quelle que soit la raison, les achats en ligne permettent d'acheter rapidement et facilement avec votre ordinateur. Avant d'aller sur un site web pour effectuer un achat, il est important d'identifier le produit voulu et où vous pourriez l'acheter. Il existe un grand nombre de plateformes marchandes et vendeurs. Effectuez des recherches en ligne pour trouver le contenu qui peut vous aider à décider où acheter le produit recherché. Vous pouvez rechercher sur le web les avis d'autres acheteurs du produit ou service que vous recherchez.
Ces avis peuvent vous aider à décider si un produit ou service est fiable et correspond à vos besoins. Lorsque vous avez déterminé le produit à acheter et identifié un vendeur fiable, vous pouvez commencer le processus d'achat. Les sites de commerce électronique organisent les produits en catégories ou proposent une barre de recherche des produits. Parcourez les catégories de produits pour trouver votre produit ou service et découvrir d'autres offres. Une fois que vous avez trouvé le produit ou service que vous voulez, ajoutez-le à votre panier virtuel sur le site web d'e-commerce. Tout comme un panier physique dans un magasin, le panier d'achat en ligne garde une trace des produits que vous envisagez d'acheter à partir d'un site donné. Il est recommandé de comparer les prix et les conditions de plusieurs sites web ou vendeurs avant de faire votre achat. Une fois les produits ajoutés à votre panier, vous êtes prêt à payer. Selon la plateforme d'achat, vous pouvez être tenu de créer un compte avant d'utiliser ces fonctionnalités. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous partagez vos informations pour créer un compte. Ne partagez jamais d'informations autres que celles nécessaires à l'expédition et à la facturation de l'achat, et assurez-vous toujours d'être sur un site de confiance. Avant d'effectuer un paiement, prenez connaissance des politiques de garantie, de remboursement, de facturation et d'expédition de la plateforme de commerce électronique. Ces politiques vous aideront à comprendre ce que vous pouvez faire si vous recevez le mauvais produit, n'êtes pas satisfait du produit ou souhaitez le renvoyer. Si vous achetez un produit numérique, assurez-vous de comprendre comment vous recevez une copie téléchargeable après l'achat. Pour compléter le processus de paiement, vous devez généralement fournir vos coordonnées, des informations de paiement telles qu'un numéro de carte de crédit et l'adresse d'expédition si vous avez commandé un produit physique à livrer. Avant d'effectuer un paiement en ligne, vérifiez que le site est sécurisé et digne de confiance. Une règle de base est de s'assurer que l'URL affichée dans la barre d'adresse commence par HTTPS. Cela indique que le site web est sécurisé. En outre, il est déconseillé d'effectuer une transaction en ligne sur un réseau Wi-Fi public. Une fois votre achat terminé, vous devriez recevoir les documents de la transaction comme une confirmation ou un reçu. Vous pouvez souvent suivre votre commande en temps réel jusqu'à votre adresse. Avec des pratiques en ligne sécurisées, le commerce en ligne peut être un moyen pratique d'acheter et de vendre des produits et services sur votre ordinateur. Lorsque vous écrivez du texte, équilibrez un budget ou partagez votre dernière idée, Office est au cœur de votre travail. Que vous soyez expert ou novice, la connaissance des bases permet de donner une nouvelle dimension à votre travail. Dans la dernière version d'Office, rechercher permet de demander de l'aide avec vos propres mots. Tapez ce que vous voulez. Utilisez SmartArt pour partager vos idées visuellement, les modèles pour donner à vos documents un aspect professionnel, et les graphiques, les styles et les thèmes pour aider vos pages à se démarquer. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez collaborer sur un document à plusieurs, partager des commentaires et suivre les modifications lorsque vous travaillez ensemble pour transformer ce budget tristouné en un rapport exceptionnel. Lorsque vous avez terminé, stockez et partagez vos fichiers avec OneDrive pour pouvoir y accéder de n'importe où. Explorez les cours vidéo sur office.com/training et boostez votre confiance dans Office en revenant à l'essentiel. Tout contenu commence par une idée, et nous allons vous montrer comment Word donne vie à vos idées avec des outils de collaboration, d'édition et de conception. Commencez à rédiger votre texte, puis mettez-le en forme avec des thèmes. Si vous souhaitez collaborer, partagez votre document sur OneDrive en un clic. Puis, discutez, commentez et coéditez les documents avec d'autres personnes en même temps. Vous pouvez même passer des appels Skype à partir de votre document pour réfléchir à des idées, tandis que le suivi des modifications permet de garder tout le monde sur la même longueur d'onde. Améliorez votre texte grâce aux outils de vérification linguistique et aux suggestions de style de l'éditeur. Dans un navigateur web ou l'application mobile Word, vous pouvez afficher et modifier des documents où et quand une idée survient. Apprenez à rédiger vos plus beaux textes avec Word. Microsoft Word. Créer un document, ouvrir Word. Le curseur clique sur l'icône Word dans la barre des tâches. Créer un document. Le curseur ouvre un document vide. Commencez à taper. Les mots Contoso Newsletter sont écrits dans le document ouvert. Créer un document à partir d'un modèle. Fichier. Nouveau. Le curseur clique sur Fichier dans la barre de menu, puis sur Nouveau dans un menu déroulant. Double-cliquez sur un modèle.
Cliquez et commencez à taper. Les mots Contoso Newsletter sont écrits dans une zone de titre bleu. Une coche blanche apparaît dans un cercle bleu vif. Pour ajouter du texte, placez le curseur là où vous le souhaitez et commencez à taper. Pour remplacer le texte, sélectionnez-le et tapez ce que vous voulez. Un moyen rapide de changer un seul mot est de double-cliquer dessus. Pour sélectionner une ligne entière, cliquez à sa gauche. Utilisez ensuite les options de mise en forme pour modifier la police, la taille de police, la couleur de police ou mettre le texte en gras, en italique ou le souligner. Vous pouvez même copier la mise en forme. Sélectionnez « Reproduire la mise en forme », puis sélectionnez le texte auquel vous souhaitez appliquer la même mise en forme. Ces options sont également disponibles dans le ruban. Lorsque vous travaillez dans un document, Word vérifie l'orthographe, la grammaire et la clarté. Word corrige automatiquement beaucoup d'erreurs pour vous. Et si ce n'est pas corrigé automatiquement, vous verrez un trait ondulé en dessous des mots mal orthographiés, un double soulignement pour la grammaire et une ligne pointillée pour les problèmes de clarté. Faites un clic droit sur un mot souligné pour voir une liste de corrections. Sélectionnez le mot que vous voulez et il est modifié dans votre document. Pour vérifier l'orthographe et la grammaire en même temps, sélectionnez « Révision », vérifiez le document. Le volet éditeur s'ouvre avec des corrections et des suggestions pour améliorer votre texte. Cette fenêtre décompose chaque tâche par catégorie et permet de se concentrer sur les problèmes qui vous tiennent à cœur. Sélectionnez une catégorie à examiner et Word montre une suggestion pour chaque problème identifié. Sélectionnez la flèche déroulante pour voir les conseils grammaticaux de Word. Puis, sélectionnez une modification si vous souhaitez la garder. Word passe à la suggestion suivante. Les autres options sont « Ignorer une fois » si vous souhaitez que Word ignore l'élément ou « Ne pas rechercher ce problème » si vous voulez que Word ignore l'élément dans tout le document. Microsoft Word. Enregistrez un document sur un écran d'ordinateur. Une page intitulée « Get Outdoors 2018 » est affichée. Sélectionnez « Fichier »,« Enregistrer sous ». Le curseur sélectionne le fichier dans la barre de menu, puis « Enregistrer sous » dans un menu déroulant. Choisissez un emplacement. Le curseur sélectionne « OneDrive Contoso ». À présent, nommez-le. Les mots « Get Outdoors » remplissent un champ de texte vide. Puis, sélectionnez « Enregistrer ». Le curseur sélectionne « Enregistrer ». Une coche blanche apparaît dans un cercle bleu vif. Voilà! Le web contient des millions de pages web qui contiennent plein d'informations accessibles. Mais il faut toujours garder à l'esprit que n'importe qui peut créer du contenu sur le web. Vous ne devez pas faire confiance à tout ce que vous trouvez. Il y a plusieurs moyens d'évaluer si une page web est fiable et si les informations que vous y trouvez sont vraies ou fausses. Tout d'abord, regardez qui a publié les informations et pourquoi. Alors que certains éditeurs veulent partager des informations factuelles en ligne, d'autres veulent gagner de l'argent, devenir populaires en ligne, répandre leurs croyances personnelles, voire propager des virus pour endommager les ordinateurs d'autres personnes. Ne vous fiez pas aux informations de sources biaisées. Par exemple, si vous trouvez un article qui dit que tout le monde devrait acheter des chapeaux parce que la météo est mauvaise, puis que vous voyez que l'auteur de l'article est une entreprise qui vend des chapeaux, il est probable que l'éditeur de l'article partage des informations biaisées. Les partis pris ne sont pas toujours mauvais. Les blogueurs personnels, qui publient des articles pour partager leurs propres pensées et idées, peuvent fournir des informations intéressantes. Toutefois, vous devez être conscient du parti pris d'un auteur et savoir distinguer une opinion d'un fait. Ensuite, vérifiez le domaine. Le type de domaine d'hébergement d'un site web peut vous en dire plus sur le type de contenu que vous consultez. Les sites web se terminant en .gov sont généralement des sites web gouvernementaux officiels. Les sites web se terminant en .edu sont généralement publiés par des établissements d'enseignement et les sites web se terminant en .org sont des organisations. Il est plus facile d'obtenir un nom de domaine .com utilisé par les sites commerciaux. En fonction du type de domaine, vous pouvez juger de l'exactitude ou du parti pris du contenu. Ensuite, vérifiez la date. Un article qui parle de la ville la plus peuplée au monde
peut ne pas être fiable s'il a été publié en 1999. Beaucoup de choses ont changé depuis. Vérifiez toujours la date de publication d'un site web ou d'un article pour déterminer s'il est à jour et pertinent pour vos besoins. Enfin, gardez à l'esprit que vous devez toujours vérifier plusieurs sources. Évitez de vous fier à une seule source pour toutes vos informations. Plus vous utilisez de sources, plus il est facile de vérifier l'exactitude des informations. Gardez ces stratégies à l'esprit lorsque vous naviguez sur le web pour vérifier que les informations que vous utilisez sont fiables et précises. Internet nous offre de nombreuses possibilités. Nous pouvons parler aux autres, faire des achats en ligne et gérer notre entreprise depuis un même endroit. Mais ces interactions en ligne ne sont pas toujours sûres. Parlons d'une arnaque populaire que vous devez connaître. Une façon simple d'attraper un poisson est de mettre un appât sur l'hameçon pour que le poisson vienne le manger. Une fois qu'il mord, il se fait attraper. Sur Internet, les escroqueries par hameçonnage fonctionnent de la même façon. Les gens qui veulent voler vos informations sont comme des pêcheurs. Ils vous envoient un email ou un message instantané via un réseau social ou un jeu en ligne. Ils prétendent souvent être quelqu'un qu'ils ne sont pas et vous demandent des informations privées ou ils vous disent de cliquer sur un lien hypertexte afin que vous accomplissiez une tâche importante. Si vous leur donnez les informations ou cliquez sur le lien, vous vous faites attraper. Mais ne vous inquiétez pas, ces 4 bonnes pratiques peuvent vous aider à vous protéger contre ces hameçonnages. Premièrement, faites attention aux messages suspects. Les escrocs essayent que leur message ait l'air officiel et familier pour que vous leur fassiez confiance. Réfléchissez bien lorsque vous recevez un message suspect et ne partagez pas d'informations personnelles par message ou email comme l'adresse de votre domicile, des informations bancaires ou des mots de passe. Ne cliquez pas sur un lien et ne téléchargez pas un fichier si vous ne connaissez pas ou ne faites pas confiance à l'expéditeur. Deuxièmement, recherchez des signes qu'une page web est sûre et sécurisée. Avant de fournir des informations de carte de crédit, d'entrer un mot de passe ou de fournir des informations personnelles, vérifiez que vous êtes sur un site web sécurisé de confiance. La plupart des sites web sécurisés ont le préfixe HTTPS au début de leur URL, dans la barre d'adresse du navigateur. De plus, vérifiez que vous êtes sur la bonne page web. Les escrocs essaient souvent de vous diriger vers des pages web qui semblent être officielles et utilisent des noms d'entreprises mal orthographiés pour vous tromper. www.microsoft.net n'est pas la même chose que le site officiel de Microsoft, www.microsoft.com. Vérifiez toujours l'URL pour être sûr que vous êtes sur la bonne page web. Troisièmement, maintenez votre navigateur web et votre système d'exploitation à jour. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques pour garantir que les dernières versions logicielles sont automatiquement installées sur votre ordinateur. Maintenir le logiciel de votre appareil à jour signifie que vous recevez les dernières mises à jour de sécurité qui permettent de protéger votre ordinateur. Quatrièmement, installez un logiciel anti-programme malveillant approuvé sur vos appareils. Il s'agit d'un logiciel spécialement conçu pour protéger votre ordinateur contre les logiciels nuisibles et les pirates. Ne soyez pas le prochain poisson hameçonné. Lorsque vous utilisez Internet, n'oubliez pas de réfléchir avant de cliquer, télécharger ou partager pour vous protéger contre les hameçonnages en ligne. Internet nous offre de nouveaux moyens de communiquer avec d'autres personnes à travers le monde. Cela a de nombreux avantages, mais peut aussi présenter quelques dangers. Des prédateurs en ligne utilisent Internet tous les jours. Ils se font souvent passer pour des gens qu'ils ne sont pas. Ainsi, il peut être difficile de savoir à qui vous parlez en ligne. Voici 3 conseils que vous pouvez utiliser pour vous protéger des prédateurs en ligne lorsque vous communiquez en ligne. Premier conseil, faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un vous fait sentir nerveux ou mal à l'aise, cessez de communiquer avec lui et parlez-en à quelqu'un de confiance immédiatement. La plupart des sites web et des réseaux sociaux ont des outils qui permettent de signaler une activité suspecte. Deuxième conseil, limitez ce que vous partagez. Les prédateurs en ligne essayent souvent de vous faire partager vos informations personnelles par email et messages. Évitez de partager vos informations personnelles avec un inconnu en ligne. Troisième conseil, gardez vos distances. Réfléchissez à 2 fois avant de rencontrer en personne quelqu'un avec qui vous avez seulement parlé en ligne. Les prédateurs en ligne utilisent souvent les réseaux sociaux pour prétendre être quelqu'un d'autre en créant de faux profils avec les photos d'autres personnes. Même si quelqu'un semble amical, il peut être difficile d'être sûr que vous savez à qui vous parlez en ligne. Parlez-en toujours à un parent ou à quelqu'un de confiance quand un inconnu en ligne demande à vous rencontrer.
afin de ne pas vous retrouver dans une situation dangereuse. De nombreux prédateurs en ligne font preuve de malice pour vous attirer dans des situations dangereuses. Mais vous pouvez être plus intelligent. Gardez ces risques et conseils à l'esprit pour rester en sécurité lorsque vous parlez à des gens en ligne. Les mots de passe permettent de protéger vos informations personnelles et vos comptes. Un mot de passe est aussi important que le verrou d'une porte. Vous avez besoin d'un verrou solide, difficile à casser et qui empêche les personnes dangereuses d'entrer. Vous ne voulez pas non plus que quelqu'un en trouve les clés. Un mot de passe fort est comme un verrou solide pour votre compte. Il doit être difficile à deviner, sûr et sécurisé afin que personne ne puisse le trouver. Suivez ces conseils pour créer des mots de passe forts et les garder en sécurité. Premier conseil, utilisez une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles dans votre mot de passe. Combinez des majuscules, des minuscules et des caractères et ajoutez des nombres pour renforcer votre mot de passe. Deuxième conseil, évitez d'utiliser des mots courants dans votre mot de passe, c'est-à-dire des mots et expressions courantes comme mot de passe ou site web, ainsi que des mots-clés personnels comme votre anniversaire, votre nom ou votre ville natale. Les pirates peuvent les deviner facilement. Une combinaison unique de caractères et de chiffres crée un mot de passe plus fort. Troisième conseil, utilisez des mots de passe différents pour différents comptes. Si quelqu'un devine votre mot de passe d'email, votre sécurité et votre vie privée peuvent être menacées si vous utilisez le même mot de passe pour votre compte bancaire. Utilisez plutôt des mots de passe différents pour chaque compte en ligne. Quatrième conseil, ne partagez pas votre mot de passe. Si vous le partagez, même avec des amis et des proches, il est plus probable que quelqu'un d'autre l'utilise ou ne le garde pas en sécurité. Gardez vos mots de passe pour vous. Lorsque vous vous connectez à des comptes, assurez-vous de vous déconnecter lorsque vous avez terminé et n'enregistrez pas vos informations de connexion sur un ordinateur public. De plus, évitez de gérer des affaires personnelles sur des ordinateurs publics et des réseaux publics. Cela permet aux pirates d'accéder plus facilement à vos informations. N'oubliez pas d'utiliser des mots de passe forts et de les garder en sécurité pour protéger votre sécurité et votre vie privée en ligne. Gardez ces conseils à l'esprit lorsque vous créez un mot de passe.